Merci de choisir FM Télévision pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition, une édition qui revient sur l'actualité de la semaine. La 75e réunion du Conseil des ministres a vécu vendredi sous la conduite du chef de l'État. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour figure la mise sur pied du plan d'entretien et d'assainissement des voies d'évacuation des eaux de pluie pour la ville de Kinshasa. Je vous propose un extrait du compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, choisi pour vous par Lionel Ngolo. Le président de la République est revenu sur les conséquences de pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours dans la ville-province de Kinshasa. Les inondations des artères et de certains quartiers dans les différentes communes de la capitale démontrent à chaque fois l'absence d'un plan d'entretien et d'assainissement régulier des voies d'évacuation des eaux de pluie. Outre cette réalité, ces inondations viennent également rappeler la nécessité de sévir face aux constructions anarchiques qui constituent une autre dimension de ces problèmes. Face à cette situation, il est attendu du gouverneur de la ville de Kinshasa du courage dans l'application stricte et rigoureuse des plans de la ville, même là où toute résistance se présenterait. Dans le même esprit, il est attendu de bourgmestres une implication efficiente dans les travaux d'assainissement de leurs communes respectives. Le président de la République a chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, d'encadrer le bourgmestre des 24 communes dans la mise en œuvre et l'utilisation efficiente des brigades pérennes d'entretien et d'assainissement en sus des travaux ponctuels effectués par l'Office de voirie et drainage. Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait son allocution sur la nation le jeudi. Félix Tshisekedi a retracé l'évolution des stratégies mises en place pour éradiquer l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Suivez un extrait du discours du chef de l'État sélectionné pour vous par Dinonzé. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. Je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a en outre dénoncé l'implication du Rwanda derrière le M23 pour piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Encore une fois, suivez-les dans cet extrait. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse,
moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. Je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. Changeons de chapitre. À présent, le chef de l'État Félix Tshisekedi a participé le mercredi par visioconférence à une réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine convoquée par son président en exercice, le Sénégalais Macky Sall. Cette rencontre virtuelle s'est tenue en prévision du sommet de cette institution continentale prévu en fin novembre au Niger. Rite Dinozei signe ce reportage. Industrialiser l'Afrique, un engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable, tel est le thème du prochain sommet de l'Union africaine qui sera organisé à Niamey, au Niger. En marge de ces assises, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce mercredi 2 novembre depuis son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine à une réunion du bureau de la conférence de l'UIA par visioconférence. Réunion convoquée par le président en exercice de cette organisation continentale, Macky Sall, qui a invité le chef d'État et des gouvernements, membres du bureau de la conférence, réunion élargie à la République du Kenya et à l'Union des Comores. Cette rencontre intervient à quelques semaines de la tenue du sommet de l'UIA sur l'industrialisation et la diversification économique qui se tiendra du 20 au 25 novembre au Niger. L'histoire est terminée entre Vincent Karega et la République démocratique du Congo. Ces diplomates rwandais a quitté la RDC le lundi après réception de la lettre lui remise par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, lui notifiant son expulsion. Il est parti par Brazzaville en raison de la suspension des trafics aériens RDC-Rwanda. Patrick Ngou. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux ont montré le diplomate rwandais dans un canot rapide sur le fleuve Congo en destination de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Quelque peu avant de s'en aller, Vincent Karega a fait un post sur son compte Twitter. Il s'agit d'une photo souvenir avec son ancienne équipe en tant qu'ambassadeur en RDC. Photo souvenir avec mes collègues d'ambassade avant de quitter Kinshasa. Nous sommes ensemble. Merci pour tout. Dans un communiqué officiel signé ce lundi, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a demandé également au nouvel ambassadeur congolais accrédité au Rwanda de ne pas encore présenter ses lettres de créance aux autorités de Kigali. De son côté, le chargé d'affaires ad intérim de la RDC au Rwanda a été rappelé en consultation à Kinshasa. Ces événements sont la preuve de la crise persistante entre les deux pays voisins. La RDC continue à dénoncer le Rwanda qui soutient les rebelles du M23. Il faut dire que plusieurs raisons ont poussé la RDC à expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité et de la défense présidée le samedi dernier par le président de la République. Suivez. Au regard de faits qui précèdent, le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalise à cette fin, et d'autre part, du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC
et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, son retrait sans délai ni condition des localités congolaises occupées et les retours immédiats des populations déplacées. 2. D'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. De prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. 4. D'accroître la force de frappe des forces armées et de sécurité. 5. De réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région du Grand Lac. La crise RDC-Rwanda était sur la table des discussions dimanche entre les présidents de la République et l'émissaire du chef de l'État angolais. Tété Antonio, ministre des Relations extérieures de l'Angola, a souligné que la feuille de route de Luanda a été largement évoquée. On l'écoute. Le président Lorenzo avait reçu le mandat de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar quand il a participé à la conférence de paix et la sécurité en Afrique qu'il continuerait donc à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Et dans la culture africaine, quand quelque chose se passe chez son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Et il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. Et le médiateur écoute toutes les parties et à la fin on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshisekedi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qu'il vaut. C'est ce qui vaut la peine et c'est ce qu'il faut qu'on cultive, et nous tous, parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. Et puis le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a représenté la République démocratique du Congo à la 42e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique-Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne qui s'est tenue du 29 octobre au 2 novembre 2022 à Maputo, capitale de la Mozambique. Ridi Nonzai et Lionel Ngolo signent ce reportage. Placé sous les thèmes « Lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne et des défis mondiaux de la coopération en matière de changement climatique pour l'adaptation et l'atténuation à la suite de la COP27 », le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a représenté la République démocratique du Congo à la 42e session de l'Assemblée générale paritaire Afrique-Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne, a pris la parole par motion incidentielle pour fustiger la situation critique qui traverse la RDC, dont une bonne partie de la République démocratique du Congo à son frontière avec le Rwanda et l'Ouganda est occupée par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. En croire le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement, ceci doit donc nous interpeller car il n'y a aucun pays qui soit à l'abri du terrorisme, a soutenu Modeste Bahati. Avant de poursuivre son intervention en ces termes, nous allons nous rallier à toutes les recommandations faites pour qu'il y ait une forte solidarité entre les États et que nous puissions réfléchir sur comment mettre fin à la circulation et à la prolifération des armes. Pour Modeste Bahati Lukwebo, au lieu de donner des fonds sous forme de coopération ou d'aide, on peut avec ces fonds créer des structures pour ramasser les armes et assurer une bonne circulation de ces dernières.
Cela donnerait l'espoir pour stabiliser cette situation. Et profitant de la tribune lui offerte, le speaker du Sénat congolais a lancé un appel à tous les pays voisins pour mettre fin au soutien du groupe armé, car selon lui, ce qui se passe chez les voisins peut avoir une incidence chez soi. Intervenant sur le chapitre relatif au réchauffement climatique, Modeste Bahati Lukwebo a rappelé que les forêts constituent un moyen de vie et de survie pour le peuple. Le numéro 1 du Sénat a précisé si on continue avec des paroles, des discours, des fausses promesses et l'injustice dans la répartition des fonds devant contribuer à la stabilité du climat dans le monde, on risque d'en rester à des discours creux. C'est pour cette raison que nous disons clairement que, contrairement à ce qui était dit, la RDC respectera ses engagements en termes de l'environnement. S'agissant du projet lancé pour l'exploitation du pétrole, gaz, la RDC, sous le leadership du président de la République Félix Tshisekedi, va tenir compte de toutes les conditions requises, a dit Modeste Bahati. Il s'y est dénoté que la délégation du Sénat congolais a mis à profit son séjour à Maputo pour visiter l'ambassade de la République démocratique du Congo au Mozambique. L'ambassadeur de la RDC de ces pays, M. Kola Masaka, s'est vu honoré par la visite de cette délégation composée de 4 sénateurs, un membre du cabinet du président de la Chambre haute du Parlement et un directeur de l'administration de cette institution. 100 000 $ américains, c'est la somme que l'Assemblée nationale a remis au caucus des députés nationaux du Nord Kivu pour soutenir les populations de cette province, particulièrement ceux de Rutshuru, agressés par le M23 soutenu par le Rwanda. Selon Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui a annoncé une autre enveloppe de 100 000 $ sera également envoyée en Ituri. On l'écoute. Alors, pour ce qui concerne, pour témoigner notre compassion avec nos sœurs et nos frères qui souffrent à l'Est, spécialement à Rutshuru, l'Assemblée nationale, en votre nom à tous, contribue pour 100 000 $. Nous avons remis 100 000 $ au caucus du Nord Kivu. Il nous reste 100 000 $ pour l'Ituri. Voilà, c'est ça notre contribution. Pour le reste, faites-nous confiance. Nous n'allons pas tout dire ici. Nous prendrons contact avec les autorités compétentes. Et restons confiants. Faisons confiance au commandant suprême des forces armées de notre pays. Faisons confiance à nos vaillants soldats. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci beaucoup. Dans cet élan de guerre, des messages et actions visant à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo fusent de partout. Trésor Kibachi s'émet aussi sur la première ligne. Le coordonnateur de la Fondation Dr Kibachi, FDK, a rencontré le mercredi les femmes de la base Mama Fabienne Mayele, coordonnatrice de l'association des femmes de la Tchangou, pour les sensibiliser à prendre part à la marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo tenue ce samedi sur le boulevard Lumumba. Rite Dinanzé. Ces rassemblements n'ont qu'un seul objectif, mettre en place des stratégies pour bouter l'ennemi hors de la République démocratique du Congo. Trop, c'est trop, crient les docteurs Trésor Kibachi et les mamans de la Tchangou qui, pour manifester leur ras-le-bol par rapport à la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, projettent une marche pacifique qui va se solder à une prière pour la nation qui sera dite au terrain Mambenga, au quartier 2 dans la commune d'Enjili. Nous avons rassemblé toutes les mamans de la commune de Massina pour afin que nous puissions organiser une grande mobilisation, une grande marche afin de soutenir nos FARDC qui se battent à l'est de notre pays. Avec une bandelette rouge sur les fonds, symbole des colères, le docteur Trésor Kibachi invite la population en général, hommes, femmes, jeunes et vieux, de toutes tendances confondues, à se joindre à eux pour la cause de la République démocratique du Congo. Le pays est réellement en danger. Nous allons marcher jusqu'au niveau du terrain Mambenga ou Mangobo. Et là, nous
nous allons prier pour la nation. Nous allons également recommander les FARDC qui sont au front entre les mains du Seigneur. Mais aussi nous allons sensibiliser notre population afin que tous ensemble nous puissions savoir qu'est-ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo et plus précisément à l'est de notre pays. Tout en saluant l'initiative de rapatriement de l'ambassadeur rwandais, le coordonnateur de la fondation Dr Kibachi dit non au dialogue tant recherché par les rebelles rwandais. Le seul souci demeure le retrait de ces mouvements sur le sol congolais, a-t-il dit. Nous ne sommes pas à l'aise avec ces mots dialogue. Nous voulons que le M23, qui est encouragé par le Rwanda, puisse se retirer de notre terre afin que nos frères de l'Est puissent vivre réellement en paix. Cette marche prévue pour le samedi 5 novembre prochain sur les boulevards Kimbuta aura pour point de chute les terrains Mambenga au quartier 2 dans la commune d'Endjili où une prière pour la nation sera dite. Toutefois, l'objectif reste le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Agression rwandaise en RDC, toujours l'Union sacrée de la nation fait bloc derrière les chefs de l'État et condamne une fois de plus la guerre que Kigali inflige à Kinshasa à travers son appui au M23. Déclaration faite à l'issue d'une réunion tenue à Kinshasa par les membres de cette famille politique du chef de l'État. Bernard Kayumba a lu la déclaration au nom du groupe. Suivez. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'Est, notamment dans la cité de Bunagana, en territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. La persistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations est intolérable. Aussi, en appelons-nous au patriotisme de chaque Congolaise et Congolais pour les combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la République afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie du territoire de notre pays. Les députés nationaux et sénateurs veulent en savoir un peu plus sur la gestion de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que le ministre de la Défense nationale était convoqué le mercredi devant la commission Défense et Sécurité de 2 chambres du Parlement où il a affirmé que le gouvernement fera tout pour récupérer les espaces conquis par le rebelle dans le Rutshuru. Je vous propose de les suivre. Cette séance que je viens d'avoir avec les 2 commissions de défense et sécurité et du Sénat et de l'Assemblée nationale tombe juste au moment où nous avons une situation à l'Est que tout le monde connaît et qui nécessite que le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, puisse informer la représentation nationale sur ce qui se passe. C'est l'exercice que je suis venu faire et qui est tout à fait réglementaire. Bien, l'opinion peut être rassurée par le fait que le gouvernement fera tout, je dis bien fera tout, pour que nous puissions récupérer rapidement les espaces conquis par l'ennemi. Je le dis bien, il fera tout pour que nous puissions les récupérer rapidement avec grand R.
Affrontement FARDC en 23 RDF, déplacement des populations, situation humanitaire préoccupante et autres points. Le gouvernement de Kinshasa veut voir la situation de très près. C'est dans cette optique qu'une délégation de 5 ministres conduite par les patrons de la défense nationale est arrivée le jeudi à Goma, capitale du Nord Kivu, pour s'enquérir de la situation. Plus d'explications avec Ania Kolé. Cette mission gouvernementale comporte essentiellement 2 volets, comme le souligne le patron de la défense nationale congolaise, Dr Gilbert Kabanda Kourenga. 2 missions. La première, une mission humanitaire pour notre population sinistrée par la guerre. La deuxième, une mission d'inspection du ministre de la Défense nationale concernant la conduite des opérations. Composé du ministre des Affaires humanitaires, de l'Industrie, de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur et universitaire, mais aussi quelques députés nationaux, cette délégation venue de Kinshasa pourra donc palper du doigt la réalité des populations en souffrance. Sur la première liste de cette catégorie de population, les habitants du territoire des Rutshuru qui n'ont eu d'autre choix que de quitter leur résidence en raison des affrontements entre le FARDC et le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Cette mission peut également braquer le projecteur sur la question des ADF dans la ville et au territoire de Beni où se mènent les opérations conjointes FARDC et UPDF. Parlons à présent du procès Jean-Marc Kabou. De la Cour de cassation a jugé non fondées toutes les exceptions soulevées par la défense de l'ancien chef du parti présidentiel sur sa poursuite judiciaire. Plus d'explications avec Maître Emmanuel Kabaya, l'un de ses avocats. Suivez. Que nos moyens que nous avons développés consistant à déclarer qu'il y avait une exception d'inconstitutionnalité compte tenu du fait qu'au niveau des actes initiés par le parquet général, en commençant par le réquisitoire du procureur général du 29 juillet, par lequel le procureur général a sollicité l'autorisation auprès du bureau de l'Assemblée nationale pour procéder à la mise en accusation de l'honorable Jean-Marc Kabou, pour procéder également à la levée des immunités, que cette contrariété-là n'était pas fondée compte tenu du fait qu'il ne s'agit que des actes de procédure. Vous comprenez? Et que donc nos moyens, nous, d'après la Cour, c'est sans objet. Et la Cour a décidé de renvoyer l'audience à la date du 14 pour instruction. Et le collectif des avocats de la défense de l'honorable Jean-Marc Kabou est encore réconforté parce que tout le monde sait, et la terre entière sait, qu'il ne s'agit que d'un procès purement politique et qui s'éloigne du droit. Et nous reviendrons avec force le 14 novembre. Le rendez-vous est pris. Et la lutte continue. Et les résultats du concours de recrutement des magistrats étaient à la portée de tous le mercredi. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature qui l'a dit dans un communiqué. Encore une fois, retrouvé Ania Kolé. Cette annonce a été faite par le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature dans un communiqué officiel rendu public en fin de la semaine dernière. La publication de ces résultats se fera au cours d'une conférence de presse qui aura lieu à 14 h à l'immeuble Kwango, place Royale, dans la commune de la Gombe. En attendant la publication officielle des résultats du concours national de recrutement de magistrats, le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature invite les candidats magistrats et les personnes intéressées au calme et à la sérénité et les exhorte à se fier uniquement aux informations officielles et à celles publiées sur le site web du Conseil supérieur de la magistrature www.csm-rdc.cd, conseille les secrétaires permanents de cette juridiction. Pour rappel, au moins 34 000 candidats ont passé cette épreuve dimanche 9 octobre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Le CSM attend recruter 4 000 nouveaux magistrats.
Processus électoral en République démocratique du Congo, les représentants de la SANCO et de l'ECC étaient chez le président de la Commission électorale nationale indépendante pour en parler. Selon Monseigneur Donatien Cholet, il est question de discuter sur les mécanismes de renforcement des capacités rompues lors de la désignation du président de cette institution d'appui à la démocratie. On l'écoute. Vous savez, l'organisation des élections crédibles, transparentes, apaisées dans le délai est un grand facteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes. Et la confiance est l'âme du processus électoral. Et tout le monde le sait, le processus de désignation des animateurs de la CENI a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance. Donc le grand défi, c'est le défi de la construction de la confiance. Et nous sommes venus échanger avec le président de la CENI parce que dans notre entendement, quelles que soient les positions que nous avons eues lors de ce processus, il n'est pas question de croiser le bras et voir des choses aller dans tous les sens. Mais nous voulons, comme lui d'ailleurs, et c'est son souci, travailler de façon à renforcer cette confiance. Donc nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur les mécanismes de construction, de renforcement, de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes. Et il nous a prêté oreille, il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Les échanges étaient vraiment très... Processus électoral, toujours lancement des travaux de construction des grands dépôts de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de cette institution d'appui à la démocratie qui en a donné les coups d'envoi a souligné que cet édifice a été acquis grâce au financement du gouvernement congolais. C'est dans ce reportage signé Ruth Dinonzei qu'on trouvera les détails. Ces travaux de construction, dont les coups d'envoi est donné par le président de la centrale électorale, ont débuté il y a quelques semaines. Denis Kadima Kazadi lance ces travaux dans le cadre de doter la centrale électorale des plus grands dépôts devant servir d'entreposage des matériels. Nous devions formellement lancer les travaux qui ont déjà commencé. Et on est vraiment à pied d'œuvre pour construire des hangars qui vont servir de dépôts. Ça sera le plus grand dépôt de la CENI dans le pays. Comme ça, on va entreposer tout ce qu'on a comme matériel. Cet entrepôt acquis par la CENI grâce au financement du gouvernement congolais va permettre à la centrale électorale de garder ses matériels sans débourser un frais comme locataire. C'est un moment très important parce que nous ne voulons pas continuer à être des locataires. Et à ce sujet, nous ne pouvons que remercier le gouvernement du pays pour nous avoir donné les fonds pour faire ce travail qui est encore en train de se faire. Nous ne sommes pas encore au bout parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc c'est un moment très important parce que ça signifie qu'à l'avenir, la CENI n'aura plus de problème d'entreposage, tout au moins en ce qui concerne la ville de Kinshasa. Le président de la centrale électorale s'est voulu formel et a réaffirmé la ferme détermination de son équipe à remplir la mission leur dévolue. Pendant que la CENI se concentre sur des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, les travaux se poursuivront sans relâche. Rappelons que ce nouvel espace acquis le 15 septembre 2022 est d'une superficie de 25 865 mètres carrés et dispose de 3 bâtiments avec une capacité de stockage de 13 150 mètres cubes. Éducation à présent, les cours ont enfin repris dans les universités publiques et institutions supérieures. Les enseignants du RAPICO ont décidé de suspendre leur mouvement de grève déclenché depuis quelques mois. Décision prise à l'issue d'une réunion tenue le dimanche avec les ministres du tutelle Moindo Zangui. On écoute leur délégué à l'issue de cette réunion. Il a été décidé à l'unanimité de la suspension de la grève de professeurs des universités et instituts supérieurs publics déclenchée depuis le 22 septembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La décision supra est motivée par la signature d'un communiqué final entre le gouvernement et le RAPICO sur base de nettes avancées enregistrées dans les revendications du syndicat des professeurs face à la volonté formalisée du banc gouvernemental comme précédemment
expliqué dans un communiqué récent publié par le comité directeur du RAPUICO. Par conséquent, il est demandé à tous les professeurs des universités et instituts supérieurs publics de la République démocratique du Congo de reprendre toutes leurs activités académiques. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et si vous avez aimé, dites merci à Florent Okita, Daniel Dacruz et Ruth Dinonzaï qui ont concouru à sa production. On se retrouve très prochainement.